Soyez les bienvenus sur BFM Lyon, Lyon Business, comme chaque mardi sur BFM Lyon en partenariat avec La Tribune et Marie Lyon, rédactrice en chef de La Tribune, justement en Auvergne-Rhône-Alpes. Bonsoir Marie. Bonsoir Elodie. Notre invitée cette semaine, Isabelle Huot, présidente du directoire et directrice générale de l'EM Lyon. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. On va vous retrouver dans un instant, bien sûr. Mais d'abord, on va débuter avec le chiffre de la semaine. Et ce chiffre, c'est 100 millions d'euros. C'est la somme que le groupe Boehringer souhaite investir sur son site de Jonnage, ce qui donnerait un investissement total de plus de 300 millions d'euros pour la construction de sa future usine de production de vaccins vétérinaires. Les travaux ont débuté en 2019. La mise en service est prévue pour 2023. Marie, pourquoi un tel investissement ? Alors cette fois, c'est pas contre le Covid, mais contre la fièvre afteuse que Boehringer Ingelheim veut se préparer et outiller la France. Le projet n'est pas nouveau, il date de 2018 et il était déjà question de bioproduction à l'époque, une nouvelle manière de produire via l'industrie pharmaceutique. Alors à travers ce nouveau site, c'est la construction à la base de 230 millions d'euros qui allait être injectée dans un laboratoire, et ce laboratoire allemand aimerait désormais y ajouter une rallonge de 100 millions d'euros. Alors objectif, adapter ces futures lignes de production à la production d'antigènes liés aux vaccins porcins et aviaires, mais également produire davantage, jusqu'à 600 millions de doses chaque année grâce à l'automatisation. Une montée en puissance qui n'est pas sans rappeler les priorités annoncées aujourd'hui par Emmanuel Macron au sein de son plan d'investissement, à savoir que la France produise jusqu'à 20 biomédicaments d'ici à 2030, avec à la clé une enveloppe de 7,5 milliards d'euros. Voilà donc pour cet investissement donc annoncé notamment suite à la visite la semaine dernière d'Agnès Pannier-Runacher. Tout de suite, c'est l'invité de Lyon Business. Isabelle Huot donc est avec nous ce soir, présidente du directoire et directrice générale de l'EM Lyon, l'école de management. C'est une institution. Ici, elle a été fondée, on le rappelle, en 1872 dans le 2e arrondissement à Lyon d'abord, avant de déménager à Écully en 1972. Elle accueille 8900 étudiants de 121 nationalités sur 7 campus à travers le monde. 6900 participants à des programmes de formation continue, 160 professeurs, chercheurs internationaux, 190 partenaires académiques et près de 36 000 diplômés dans 130 pays. Et mardi dernier, Isabelle Huot, la première pierre du nouveau campus a été posée. Ça y est, il va se trouver à Gerland, ce nouveau campus. Les travaux devraient être terminés fin 2023 pour une rentrée donc en 2024. Que représente pour vous ce retour de l'EM Lyon à Lyon, justement, Lyon intramuros ? C'était un jalon important qui a été avec la pose de la première pierre la semaine dernière. Enfin, on a planté le premier arbre, plus exactement. Donc, qui va marquer le retour de Lyon dans la cité, dans la ville. Ça sera évidemment un facteur de plus grande attractivité pour notre école, parce qu'il y aura une meilleure accessibilité au cœur de la ville. C'est une façon aussi d'être plus en lien avec nos parties prenantes, les entreprises, les organisations, les associations, les pouvoirs publics. C'est une façon aussi d'être attractif pour un public international au cœur de la ville et de bien nous insérer dans notre tissu socio-économique. Donc oui, c'est un jalon important qui marque une nouvelle ère de développement pour l'école. Mais comme vous l'avez dit, il nous va falloir encore attendre 2 ans avant d'être définitivement installés dans ces nouveaux rues, dans un quartier de Gerland qui est en pleine dynamique, avec des partenaires académiques comme l'École normale supérieure, l'ISARA, Sciences Po Lyon, les universités, bientôt l'Académie de l'OMS. Bref, nous en sommes très satisfaits. Ce campus représente aussi un gros investissement de l'ordre de 100 millions d'euros. Alors c'est une marque de confiance d'un côté pour l'école, mais aussi une manière d'appuyer votre plan stratégique 2025. J'ai vu que vous aviez différents objectifs, comme celui de faire partie du top 15 des universités, des écoles de rang mondial, et également de faire croître vos revenus de 60%. Oui, alors cette installation dans un nouveau quartier est aussi en articulation avec notre nouveau plan stratégique, le plan Confluence 2025, qui s'articule autour de 3 piliers importants pour rester dans la course des meilleures écoles de management en Europe et figurer parmi les 15 meilleures d'ici 2025. Le premier, c'est l'hybridation, c'est la volonté de dire que le management est aux interfaces de plusieurs disciplines, sincères dans la société, dans l'économie de manière générale, et a besoin d'être irrigué par d'autres disciplines comme les sciences de l'ingénieur, l'intelligence artificielle, les sciences humaines et sociales. Le deuxième, c'est l'ouverture internationale, très marquée de l'école, mais qui va encore s'accentuer. Et puis le troisième, c'est un élément très important, particulier pour nos étudiants, mais pour nous-mêmes, c'est l'engagement social et responsable de l'école. Et nous sommes à ce titre devenus société à mission en juillet 2021.
Donc les trois sont les trois grands piliers de notre plan stratégique pour nous développer pour les années à venir. On va y revenir dans quelques instants, mais vous aviez aussi l'ambition au sein de ce plan d'avoir des acquisitions, notamment sur la filière EdTech, je crois, qui vous intéresse, voire même justement l'ouverture de campus internationaux en lien avec vos ambitions. Oui, ça fait partie de ce que l'on appelle notre accélération, la volonté encore de se développer. En particulier, il nous faut affronter la transition numérique, qui est un élément très important pour tous les établissements d'enseignement supérieur en France et dans le monde. C'est vrai que l'acquisition d'une EdTech nous permettrait de monter en puissance sur ce sujet. C'est une des options que nous examinons. Il peut y en avoir d'autres. En tout cas, nous sommes en phase d'instruction à ce stade. Vous l'avez rapidement évoqué, en 2019, l'école est passée au statut de société anonyme ouverte aux actionnaires. Des fonds d'investissement sont arrivés. Cet été, l'EM Lyon est donc devenu société à mission. C'est une sacrée transformation quand même qui a entraîné pas mal de critiques, on le sait, et que vous avez dû gérer finalement lors de votre arrivée à la tête de cette école en 2020. Vous avez rappelé tout à l'heure que l'école avait 150 ans, donc elle a traversé des épisodes comme toute organisation, et c'est vrai qu'elle a ouvert la chambre de commerce a ouvert le capital de l'école en 2018-2019. C'était une transformation profonde dans le milieu de l'enseignement supérieur français, puisque nous sommes une des premières écoles dans notre groupe stratégique à avoir ce type de ressources financières et d'actionnaires. Ce sont des actionnaires qui sont de confiance, qui nous accompagnent sur le long terme, mais nous avons voulu en inscrivant dans nos statuts la qualité de société à mission, rappeler la mission d'intérêt général de l'école au service du bien commun par l'éducation, associée à des objectifs sociaux et environnementaux extrêmement ambitieux. Voilà, c'est une façon de rappeler cela, tout en bénéficiant de l'accompagnement d'actionnaires de confiance et d'avoir accès à des ressources financières, malheureusement, qui ne sont plus tellement présentes dans les chambres compte tenu des réformes en vigueur pour les chambres de commerce et d'industrie en France. Avec le recul, est-ce que vous pensez que cette étape était un peu une étape obligée de ne plus rester dans le giron d'une CCI pour avancer davantage et répondre à vos ambitions ? Je ne sais pas s'il s'agissait d'une étape obligée. En tout cas, ça nous donne des opportunités supplémentaires. On évoquait tout à l'heure des acquisitions possibles dans le domaine du numérique, des EdTech. Ça nous ouvre des horizons sans être trop crispés sur des ressources qui n'arriveraient pas dans un environnement de l'enseignement supérieur qui se mondialise excessivement, pour lesquels la compétition, je préfère dire l'émulation entre grandes écoles et universités est de plus en plus prégnante. Il est important de bénéficier de ressources de ce type et de bénéficier d'un accompagnement de qualité. Dans cette compétition, justement, est-ce que dans le monde d'après, on sera encore dans la course aux grands classements internationaux comme aujourd'hui ? Est-ce qu'elle va se renforcer pour vous ? On a l'impression qu'il y a une transition qui s'amorce. Je ne sais pas si la transition s'amorce. En tout cas, les classements sont bel et bien présents. Ce que je dis toujours, c'est que les classements sont un résultat de notre action. On doit quand même toujours penser à nos missions fondamentales que sont la formation, la recherche pour former des étudiants pour le monde socio-économique. Donc évidemment, les classements sont un résultat. Quand ils sont bons, évidemment, on en est content, mais ce ne doit pas être le seul outil de pilotage d'une institution d'enseignement supérieur. Un mot sur vos étudiants. On sait que tout le monde ne peut pas prétendre aujourd'hui à entrer dans une école de commerce. L'ouverture sociale, la mixité, c'est quelque chose qui est important, il me semble, pour vous. Que comptez-vous faire pour ouvrir l'EM Lyon, justement, au plus grand nombre dans les années à venir ? L'idée, c'est de permettre à des étudiants, de jeunes lycéens, par exemple, qui ont le potentiel, qui ont les qualités pour entrer en classe prépa, puis à l'école, de ne pas s'auto-censurer. Donc il existe déjà à l'école une initiative intéressante, un labellisé Cordée de la réussite, pour aller sensibiliser de jeunes lycéens qui se situent souvent en zone d'éducation prioritaire à la possibilité d'entrer dans nos écoles, évidemment s'ils travaillent. Donc c'est pour ça qu'on les accompagne avec du tutorat, avec de la sensibilisation, avec de la médiation culturelle parfois pour les aider à rentrer dans nos écoles. Cela ne suffit pas complètement, bien sûr. Il nous faut aussi être attentifs aux étudiants boursiers qui sont dans l'école. Et vous savez que les droits de scolarité dans les business schools sont significatifs parce que ce sont les seules ressources dont nous disposons. Et nous faisons en sorte de développer une politique de bourse qui soit plus ambitieuse pour permettre aux étudiants boursiers d'avoir des conditions de vie étudiante qui soient plus satisfaisantes, avec un horizon en termes de nombre d'étudiants boursiers en 2025 de 30% d'étudiants boursiers. Et aujourd'hui, justement, vous en étiez à quel stade sur ces étudiants boursiers ? On est aujourd'hui autour de 16-17%, ce qui est la moyenne à peu près nationale dans les écoles de management. Donc à doubler ce chiffre d'ici 2-3 ans. Oui, l'idée, c'est de doubler ce chiffre. Alors, il y a aujourd'hui un débat dans les écoles de management pour faire de la discrimination positive pour les étudiants boursiers en aménageant les concours. C'est pas le parti qui a pris EM Lyon. Nous souhaitons que ces étudiants boursiers passent par les mêmes fourches codines et les mêmes concours que les autres étudiants, mais nous souhaitons surtout lutter contre l'autocensure qui se joue bien avant l'entrée dans l'enseignement supérieur. On sait que les droits de scolarité étaient une question importante et avaient augmenté jusqu'à 20% à l'ensemble national au cours des 5 dernières années. Est-ce que c'est quelque chose qui va être amené
amené à continuer d'augmenter de fait, comme vous le disiez, en raison des ressources qui vous manquent aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a d'autres voies possibles? Ce n'est pas dans l'actualité de l'EM Lyon. En tout cas, le plan stratégique Confluence 2025 ne prévoit pas d'augmentation de droits de scolarité, parce que nous pensons que nous sommes arrivés à la norme aujourd'hui acceptable dans le cadre de l'environnement supérieur français. Voilà, ce n'est pas un sujet en tout cas d'actualité. Une dernière question, Isabelle Huot. On est dans ce monde post-Covid, avant, après crise, beaucoup de choses qui ont changé. On entend beaucoup parler de quête de sens depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, même maintenant. Quel rôle, selon vous, doit jouer l'EM Lyon dans ce changement, dans ce monde d'après ? Un rôle très important. La formation, c'est un levier de transformation des sociétés, des entreprises, des organisations. Donc nous devons prendre notre part là où nous sommes. Donc je considère, surtout en étant devenue société à mission, que nous avons un rôle très important à jouer dans la formation de nos étudiants pour qu'ils deviennent eux-mêmes des acteurs de changement et de transformation. Merci beaucoup Isabelle Huot d'avoir été notre invitée dans Lyon Business ce soir. Merci Marie, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Lyon Business. Et en attendant, bien sûr, vous restez avec nous sur BFM Lyon. Passez une très bonne soirée.